Je vais vous parler donc de la valorisation agronomique des sous-produits de la trituration. Je vais faire un bref rappel, on va dire, réglementaire. Donc, avec l'obligation chapeau là, de la rubrique ICPE 2240 concernant tout ce qui est lié à l'impact environnemental des activités. Donc, ça va sur les sous-produits, mais aussi sur tout ce qui est produits finis, donc écoulage d'huile, etc. Donc, dans cette partie CPE, il y a évidemment la partie sous-produits qui, elle, est soumise, je dirais, à taxation par l'agence de l'eau si on n'a pas mis en place les procédés de traitement appropriés. Donc, dans le travail qui avait été fait par France Olive dans les discussions avec l'agence de l'eau, donc seuls les produits, les sous-produits concernés, va-t-on dire, qui ont une charge polluante suffisamment conséquente, vont être prises en compte, c'est-à-dire les grillons humides, les margines et aussi les charges du séparateur. Donc, en fonction de la qualité du niveau d'épuration de ces sous-produits, on va avoir des niveaux de taxation par rapport à la redevance agence de l'eau. Donc, derrière, je vous ai fait une petite synthèse là de tout ce qui peut se passer. Donc, je vais essayer de bouger tout doucement ma souris. Donc, sur la partie gauche, donc, on a les sous-produits, les margines, les bouts du séparateur et les grignons. Donc, les bouts du séparateur, j'ai mis un petit peu la flèche dans les deux sens parce que suivant les installations, elles sont soit, on va dire, mélangées aux margines, soit mélangées aux grignons. Pour la partie margine, en gros, on va avoir trois itinéraires possibles. Il y a le traitement par un prestataire, ça peut être une station d'épuration, ça peut être une distillerie, etc. Et là, le niveau d'abattement qui va influencer le taux de taxation par l'agence de l'eau, il va être lié au taux d'épuration du prestataire. Pour la partie épandage agricole, ben là aussi au niveau des margines, ça sera lié à la qualité derrière des études, donc à la nécessité des études pédologiques préalables, et le niveau d'exonération sera lié à la qualité du suivi agronomique. Et bien évidemment, pour l'épandage des margines, le respect des règles d'épandage, donc s'il pleut pas, donc la distance des cours d'eau, des habitations, etc. Et concernant les autres procédés, donc il y avait le séchage, l'évaporation, etc. Ben ça, c'est un petit peu en fonction du dispositif. Et là, sur ce point-là, je n'ai pas trop de recul parce qu'apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est trop pratiqué. Pour les grignons, donc j'ai mis grignons au sens large du terme parce que ça peut s'appliquer aussi aux grignons secs, mais qui sont en général valorisés autrement et qui ne sont pas considérés comme un sous-produit polluant. Donc, d'une manière générale, pour les grignons, on va rentrer, les grignons humides, donc on va rentrer dans le même cas de figure que les margines. Donc, soit c'est traité par un prestataire extérieur, donc même chose, le niveau de redevance est lié au taux d'épuration du prestataire. On a l'épandage donc des grignons frais. Donc la même chose, première possibilité, donc c'est comme pour les margines, donc études pédologiques et suivi agronomique annuel, etc. Avec aussi les règles, respect des règles d'épandage et pareil, un niveau de redevance, d'abattement donc de la redevance qui est lié à la qualité du suivi agronomique. L'autre voie donc, qui est récente, puisque ça c'est un petit peu les travaux des techniciens de France Olive qui l'ont mis en avant, c'est la conformité à la norme NFU des amendements organiques, donc des grignons humides. Donc ça, dans la mesure où ils sont conformes à la norme, bon, alors c'est principalement sur le taux d'humidité, donc il doit être inférieur à 30%. Ce produit-là, à partir du moment où il va être analysé 2 à 3 fois pendant la saison du moulin, ça c'est lié à l'importance du moulin, il va échapper au calcul de la redevance puisque c'est un amendement organique et là, donc, il n'est pas soumis à taxation. Je vous ai mis aussi donc, le compostage en dessous, tout en bas. Donc là, on va en parler aussi, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de composter les sous-produits du moulin. Et à partir du moment où ce compost est lui aussi conforme à la norme NFU, donc il va échapper donc, à la taxation agence de l'eau, sachant que ça va impliquer des analyses de conformité sur chaque lot de compostage. L'autre solution que j'applique personnellement, on va dire, c'est-à-dire que je m'assure que tous mes grillons humides sont conformes à la norme NFU au niveau des taux d'humidité, je fais mes 3 analyses,
Et il y en a une partie que je vais utiliser en épandage direct, mais il y a aussi une partie que je vais passer en compostage. Et à ce stade-là, au niveau du compostage, on n'aura pas besoin de faire d'analyse puisque préalablement, le sous-produit était déjà conforme à la norme NFU avant le compostage. L'intérêt que peut avoir aussi, pratique que peut avoir le compostage, c'est dans le sens où vous n'arrivez pas à avoir des grignots humides qui soient inférieurs à 30% d'humidité. Donc le compostage ou le co-compostage peut permettre justement d'avoir un produit final composté qui lui devienne conforme à la norme NFU. Le compostage. Alors le compostage, lui aussi, dépend d'une rubrique ICPE, donc c'est la 2780. Vous irez regarder en détail tous les contraintes techniques au niveau de la conception des aires de compostage, etc. Et là aussi, on est sous les trois régimes, autorisation, enregistrement et déclaration, donc avec des seuils, hein, vous le voyez, donc 75 tonnes de jour pour l'autorisation. Donc autorisation, ça veut dire que tous les ans, on va remettre en question l'habilitation de son installation. L'enregistrement, on va faire part toutes les années au service de l'État de son activité, mais ça ne remet pas en question l'existence. Et la déclaration, c'est une fois au début, quand on va créer l'installation. Là, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on est exactement comme dans le cas des moulins, donc les plans, les machins, etc. Par contre, je trouve que c'est plus approprié au dimensionnement de nos activités moulins, pardon, où on est sur des quantités un peu plus faibles travaillées, donc le RSD, donc le règlement sanitaire départemental, qui lui va s'appliquer pour les quantités inférieures de compost, donc de 3 tonnes jour ou de 1000 tonnes an. Donc c'est plutôt approprié pour la dimension de nos installations. Donc, ce règlement sanitaire départemental, qu'est-ce qu'il dit? Donc, maxi 1000 tonnes à l'année, sinon on passe sur les seuils au-dessus, donc déclaration, enregistrement ou autre. Donc, cette partie compostage ou stockage des matières organiques en bord de champ, c'est plus du compostage fermier, on va dire. Il doit être fait à, moins de 35 mètres à plus de 35 mètres d'un point d'eau, 200 mètres des habitations. L'étanchéité de la zone de stockage, elle n'est pas obligatoire. Donc, en fait, dans la mesure où on va avoir des rotations tous les 3 ans de la zone dans laquelle on va composter. Il implique aussi une utilisation du produit dans l'année et normalement et théoriquement, une déclaration en mairie. Une déclaration, ce n'est pas une autorisation, on déclare juste de ce point-là. Pour moi, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être plus adapté à nos activités, puisqu'en fait, on est dans l'esprit d'approcher au plus près des cultures de la zone de compostage. Voilà, donc ça, c'était la partie réglementaire. La partie qui suit, en fait, elle va être un petit peu particulière, puisqu'en fait, c'est surtout en passant derrière l'intervention de M. Servilly, du professeur Servilly, je dirais, c'est du bricolage, c'est un retour d'expérience d'un peu de bricolage oléicole sur la table de la cuisine, va-t-on dire. Donc en fait, c'est quelque chose c'est un retour d'expérience de ce qui s'est passé chez moi donc depuis 25 ans, avec quand même des échanges avec divers techniciens et scientifiques, donc l'équipe de SADEF, Monsieur Lacassagne du cadre de la Société du Canal de Provence, Monsieur de Montpesaper, Monsieur Hérodi, Monsieur Riemann de la partie sol, des pratiques de la biodynamie aussi avec Monsieur Masson, des pratiques aussi avec les naturalistes du parc naturel Sainte-Baume, donc notamment Monsieur Tempier. De la partie plus spécifique Olivier, donc c'est aussi avec Christian Pinatel au cours d'échanges, divers échanges. Petit clin d'œil aussi au professeur Jacques Artaud, avec qui on discute, et grâce à sa rigueur scientifique, nous sommes en train, avec difficulté de le prouver, mais d'être quasiment sûr que l'olivier est humain, il suffit juste de l'écouter. Voilà, donc si vous voulez, pour moi, l'expérience, elle commence donc en 1996, où on quitte
les presses traditionnelles où les grignons partaient à Marseille et les margines dans la rivière. Donc là, on a commencé à se faire taper dessus par l'agence de l'eau et donc on a commencé à avoir ce travail de stockage et d'épandage des margines. Donc 1996, décanteur de phase, et là on se retrouve avec un nouveau produit où il faut prouver à l'agence de l'eau que ce produit-là n'a pas d'impact sur l'environnement quand on va le faire en épandage direct et qu'on peut l'utiliser en termes de valorisation agronomique à partir du moment où on fait tout ce qu'il faut au niveau du suivi agronomique. Donc là, au travers d'études, on prouve que le produit n'a pas d'impact négatif, notamment au niveau des nitrates. Et donc là, on commence à faire des études avec M. de Montpezat sur la dynamique de l'azote. Et on se rend compte que quand on fait de l'épandage de grignons frais, on va avoir une consommation d'azote, donc un bilan azoté négatif tout au long de l'année. On va avoir ce qui est un petit peu indiqué dans la bibliographie, tout ce qui était toxicité liée au phénol, qui est très très limité dans le temps et donc pas tellement d'impact au niveau négatif au niveau des sols. Donc en fait, la première année, on commence dans l'épandage direct et là, je dirais que c'est un petit peu la mauvaise surprise parce que ce qui pouvait être quelque chose d'intéressant, du moins de sécurisant par rapport à l'agence de l'eau sur la dynamique de l'azote, ça devient vite une grosse contrainte agronomique avec tous les problèmes de fin d'azote et toutes les difficultés derrière au niveau des cultures, notamment quand on devait essayer au niveau des cultures maraîchères. Et donc, au niveau, à ce moment-là, donc on commence à faire des tentatives de compostage. Et là, c'est pareil, on se fie un petit peu à ce que nous dit l'agence de l'eau en nous disant il faut surtout faire votre compostage dans une zone qui est parfaitement étanche, etc., pour éviter les pollutions et autres. Et là, donc, vous voyez sur la photo, la première tentative, donc c'est à droite ici, sur l'espèce de bassin étanche qui nous servait à stocker les margines, tentative de compost, et là, échec total, pas de compostage possible. Maintenant, en fait, ce qu'on pratique, c'est ce qui est à gauche, là, ici. On n'est plus sur une aire étanche, sur un bassin, on est sur une aire qui n'est pas étanche, avec autour du co-compostage. Donc ça, c'est aujourd'hui, le co-compostage, il se fait, donc les grignons, les feuilles des olives, et aussi tout ce qui est résidus de vinification pour nous, et aussi du broyat végétal. Globalement, on va avoir 20 à 25% de produits qui ne sont pas du grignon humide. Donc, la deuxième année, donc, quand on avait essuyé l'échec du compostage du grignon tout seul, donc on a réincorporé les feuilles. Donc là, vous le voyez ce qui sort et à quoi ça ressemble. Donc, on a réincorporé les feuilles donc, de l'effeuilleuse. Et là, bon, avec tous les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés derrière, notamment avec le pompage classique des grignons humides avec la pompe à piston qui marche plus puisque le clapet se bouche, etc. Donc ça nécessite une réorganisation du moulin. Donc tous les essais toutes les analyses que vous allez avoir derrière se font sur ce produit-là. Donc là, on n'est pas encore avec le co-compostage du broyat végétal, on est exclusivement sur du produit olive, c'est-à-dire grignon humide plus feuilles. Donc, on est un petit peu à une échelle artisanale, hein, puisque à notre niveau, on produit en moyenne, on va dire 500 tonnes, 400 à 500 tonnes de grignon humide. Il y en a une partie, on va dire une petite moitié qui est utilisée en épandage direct, j'y reviendrai tout à l'heure, et l'autre partie qui est compostée. Donc, le compostage, il se fait de manière un peu artisanale, puisque le retournement se fait au chargeur, hein, vous l'avez à droite, avec des retournements successifs, des suivis de température. Donc là, vous voyez à gauche 50 degrés. Donc, on était très contents parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous préconisait pour tuer tout ce qui est germes pathogènes, etc. Mais en fait, quand on a commencé un petit peu à se pencher sur des gens qui sont très avancés dans les techniques de compostage, notamment les gens sérieux en biodynamie, ben, en fait, on s'est rendu compte que de monter à des températures aussi élevées, ben, ce n'était pas forcément très intéressant pour produire des composts de qualité. Il fallait effectivement qu'il y ait un départ en fermentation, élévation de température, mais aussi haut, ce n'était pas forcément nécessaire.
Donc, si vous voulez, ce qui nous a fait aussi passer sur du co-compostage avec du broyat végétal, des résidus de vinification, etc., c'est lié au temps de compostage. C'est-à-dire que quand on a composté le grignon humide plus les feuilles, ben, on avait les premiers retournements qui nous demandaient, qui avaient juste pour objectif d'un peu sécher le produit. Et en gros, on arrivait à un compost fini au mois de juin. Et au mois de juin, en termes d'organisation de travail sur l'exploitation agricole, ce n'était pas très intéressant. Pour nous, il fallait qu'on aille plus vite et que le compost soit prêt plus rapidement pour pouvoir, notamment sur les parties des parcelles de vignes où le sol, avec un travail du sol qui était réalisé, pouvoir le épandre en même temps que le broyage des sarments de vigne pour enfouir tout ça. Donc pratiquement à aujourd'hui, donc en faisant ce co-compostage, on va arriver en un mois avec 4 ou 5 retournements à avoir un compost qui va être épandable. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que produit trop sec, on a du mal à composter. Produit trop humide, on a du mal à composter. Donc, le dosage de ce qu'on va amener derrière, donc en broyat végétal ou autre, permet un petit peu d'équilibrer, d'arriver à avoir un niveau d'humidité qui nous permette de composter rapidement. Pour un côté très pratique, donc avec un Bobcat, là, comme vous avez sur la photo, en gros, on va retourner 50 tonnes en 1 heure. Donc, on fait ça 4 fois et là, on va avoir un compost qui n'est pas complètement abouti, mais qui marche bien. Pour avoir un compost qui soit beaucoup plus abouti, je dirais peut-être plus utilisable, notamment pour le potager familial, donc il y a une technique de retournement qui marche très bien, c'est l'épandeur. En fait, le même épandeur qui sert à épandre le compost, on l'utilise en retourneur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vide avec le chargeur la matière en cours de compostage dans l'épandeur qui reste statique, qu'on va avancer tout doucement là, au fur et à mesure de la formation du tas ailleurs. Donc au niveau analyse, donc, je vous ai fait vraiment une synthèse très rapide de ce qu'on trouve dedans. Et bon, notamment au niveau des éléments fertilisants, parce qu'en fait, si vous voulez, à ce moment-là, on parle d'analyse, donc de compostage feuilles plus grignon humide qu'on a réalisé en 2006. Donc, il s'est passé du temps depuis. L'idée, c'était d'essayer de se raccrocher à quelque chose que j'avais appris à l'école, notamment sur la partie, le raisonnement et le formatage intellectuel et agronomique NPK. Maintenant, on est un peu sorti de cette logique-là, mais l'idée, c'était de se raccrocher à ça. Et là, vous voyez en gros les valeurs. Donc, en matière sèche, l'azote total, vous voyez qu'on n'en a pas beaucoup. Phosphore, idem, encore moins. Potasse, voilà. L'inquiétude, elle était notamment au niveau du cuivre avec les passages Louis Bordelaise. Et là, on va dire qu'on a eu la bonne surprise de ne pas avoir de soucis particuliers, puisque vous voyez, on a 19 mg alors que la valeur limite, elle est de 300. Au niveau des pathogènes, salmonelles et autres, ben là, il n'y avait rien du tout. Et ce qui était un petit peu, ce qu'il fallait regarder aussi, c'était le fameux rapport C/N, c'est-à-dire le rapport C/N va vous donner un petit peu une idée de la vitesse à laquelle le produit va se minéraliser. Donc sur le produit composté, on est à 37 et sur le grignon humide, on est à 50. L'autre travail qu'on a fait donc, avec la SADEF, c'est un petit peu de caractériser cette matière organique. Donc là, vous avez divers éléments. Donc on a le compost qui est ici, le compost de grignon à droite. Et donc les parties que vous voyez, donc c'est la partie, donc tout en bas ici, la partie soluble. Donc vous voyez complètement à gauche ici, par exemple, sur un lisier, vous avez quasiment que de la partie soluble. Et ensuite, donc lignine, cellulose et hémicellulose, donc c'est un petit peu lignine, c'est le bois, cellulose, c'est intermédiaire, hémicellulose, c'est des choses plus fines, des pulpes, etc., qui vont se décomposer plus rapidement. Donc au niveau, donc l'étude qui a été faite, donc là c'est une étude qui se fait sur 100 jours à 25 degrés en étude, mais qui va correspondre en gros à ce qui va se passer sur 1 an dans le sol. Donc, globalement, au départ, ça part assez rapidement en matière de minéralisation.
Et puis après, on va avoir un ralentissement qui est lié en fait au départ, donc tout ce qui est hémicellulose qui va se minéraliser rapidement. Et sur la fin, on est sur la partie lignine, donc le bois, notamment le bois du noyau, qui va mettre plus de temps à se décomposer. Donc, pour un petit peu synthétiser donc, cette partie matière carbonée, donc on a globalement un produit qui est intéressant parce qu'il est équilibré au niveau des fractions minéralisables. Un élément qui est intéressant aussi, c'est l'ISB. Donc, plus exactement, ça vous donne quelle quantité d'humus stable va donner ce compost. Et le fameux K1, là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir faire un lien avec ce que va amener le produit en termes de fertilisation. C'est-à-dire que si comme on avait vu précédemment, ben, la première année, on va avoir que 30% de notre compost qui va se minéraliser. Et donc, nos 0,66 d'azote, ben, en fait, on n'en aura que 0,20 la première année. Alors, minéralisation de l'azote, ça, c'est un point qui est important. Donc là, c'est un schéma synthétique qui globalise l'azote ammoniacal et l'azote nitrique. Ammoniacal très rapidement minéralisé, donc lui, globalement, il n'est pas sur le graphique, il est juste dans la synthèse du graphique, il va toujours se situer légèrement en dessous du zéro. Par contre, l'azote nitrique, lui, c'est différent. Et en fait, ce graphique-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez le zéro ici. Ça veut dire que sur la première année, quasiment, vous allez avoir, pardon, sur les 100 premiers jours, vous allez avoir en fait un produit qui va consommer de l'azote. C'est-à-dire que quand il ne va pas en apporter aux cultures, mais il va en consommer pour ensuite le restituer plus tard. Donc là, vous avez un petit peu une comparaison sur divers types d'engrais ou amendements organiques avec donc en bleu la partie immédiatement disponible, en jaune l'azote disponible à moyen terme et en rouge à long terme. Ici, donc, vous avez le seuil zéro. C'est-à-dire que votre compost, la première année, en fait, ce qui va amener, c'est la différence entre le rouge ici et le gauche. Donc, en fait, la première année, il va vous produire de l'azote disponible, mais il va aussi en consommer pour pouvoir activer sa dégradation. Je ne l'ai pas sur le graphique, mais si vous prenez le grignon humide, ben lui, la première année, il est complètement négatif, c'est-à-dire qu'il consomme plus que ce qu'il restitue. Donc, au niveau de l'utilisation pratique donc, en agriculture, nous, on l'a utilisé de plusieurs manières. Donc, en vigne, alors en vigne, que ce soit le compost ou le grignon non composté, le grignon humide non composté, je dirais que c'est quelque part le plus facile, puisqu'en fait, la vigne est sur ses réserves jusqu'à la floraison, globalement jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le sol a eu le temps de commencer à travailler, à minéraliser ou le compost ou la matière organique pour le restituer au moment où la vigne va commencer à en avoir besoin. Par contre, sur les oliviers, c'est complètement différent puisqu'en fait, on va avoir une concurrence de l'azote dès le réchauffement du sol. C'est-à-dire que quand on va arriver à peu près à 12 degrés au niveau du sol, le sol commence à travailler, donc il commence à avoir besoin d'azote minéral pour décomposer la matière organique. L'olivier commence à travailler, donc il commence à avoir besoin lui aussi d'azote. L'herbe commence à pousser, donc là tout le monde a besoin d'azote et là on peut se retrouver très facilement en situation de carence azotée liée à la fin de l'azote. Sur ce qu'on a constaté aussi, puisque maintenant ça fait un nombre certain d'années qu'on utilise et grignon humide et compost, c'est qu'en fait, pour faire un petit peu dans la comparaison facile, le fonctionnement du sol, vous imaginez un petit peu votre feu de cheminée. Là. Quand vous vous chauffez avec une cheminée, il y a un moment, il faut l'allumer, la cheminée. Si vous émettez direct des grosses bûches en chaîne, donc, et que vous mettez votre briquet dessous, ça ne va pas brûler. Si vous y mettez que du papier journal, ben, sans arrêt, il va falloir mettre du papier journal pour vous chauffer avec ça. Donc, en fait, on a une phase de démarrage pour apprendre au sol à travailler, entre guillemets, la matière organique. Et quand votre sol, je dirais, monte en puissance, il arrive un moment où vous avez un niveau de braise, pour continuer la comparaison tel,
que même si vous amenez quelque chose qui ne brûle pas très bien, ben ça va quand même brûler et contribuer à terme à continuer à chauffer aussi. Donc en fait, l'idée du fonctionnement du sol, c'est arriver à un rééquilibrage agronomique du taux de matière organique et après ça va bien fonctionner. Nous concernant, pratiquement, moi mon père s'est débarrassé de ses derniers chevaux de mulets plus exactement, donc j'avais 7 ou 8 ans et on a fait 30 ans donc de fertilisation non organique et nous derrière on a mis 10 ans à remettre à niveau les sols pour qu'ils fonctionnent correctement. Pour la petite anecdote, la partie droite des photos là, donc le compost il peut être aussi utilisé en paillage des jeunes plantations, mais aussi on va dire que le compost forme la jeunesse, puisque quand il se trimballe des seaux de compost pendant 2-3 jours, après, il voit la vie différemment. Ce dernier point-là, il est en fait lié à quelque chose que je trouve très important. Donc, c'est autant on sait en fait que la libération de l'azote est progressive, mais en fait, il y a aussi la notion un petit peu de cumul et de bilan au fil des années. Donc là, nous, ce qu'on a fait, on l'a fait pendant un certain nombre d'années, on a utilisé la technique du nitratest. Bon, c'est une technique qui est pas très scientifique, entre guillemets, pas très rigoureuse, mais en fait, c'est de l'extrait à l'eau pour doser à l'instant T l'azote disponible dans le sol. Et ça, donc, on l'a fait tout au long de l'année. Ce que vous avez sur là, vous avez l'année, vous avez les quantités mesurées, et là, en face, on a les précipitations. Et ça, en fait, ça nous a donné un petit peu une approche anticipation dans la manière de travailler. Si on regarde 2018 et 2019, vous voyez sur les périodes de fin d'année, donc d'octobre à, je l'ai condensé pour que ça rentre sur la diapositive, vous avez 400 mm entre octobre et décembre pour 2008. Vous aviez un reliquat azoté le 4 septembre de 160 unités. Et ces 160 unités-là, on repasse donc l'hiver suivant, en février, on n'en a plus que 30. Ça veut dire que par lessivage ou autre phénomène, mais principalement par lessivage lié aux grosses pluies, on a perdu quasiment 130 unités. Et on a aussi la même chose, je dirais, fin 2019, avec toujours pareil, 515 mm de précipitation. Et un petit peu la conclusion empirique que j'en tire, c'est que quand on a des automnes, des fins d'hiver, pardon, des débuts d'hiver très pluvieux avec des grandes quantités d'eau, ben en fait, il faut être extrêmement vigilant sur ce qui va se passer l'année suivante pour les oliviers, puisqu'en fait, on part avec un gros déficit au niveau azote. Pour 2021, on va voir ce qui se passe, mais 2020, on n'a pas eu ces grosses précipitations début d'hiver. On a même eu, je dirais, des températures un petit peu chaudes qui ont duré un peu plus longtemps. Et ça laisse présager peut-être quelque chose de plus facile pour l'olivier cette année, puisqu'en fait, on part avec un stock d'azote, donc début 21, au niveau du sol, qui est bien supérieur à ce qu'on avait les autres années. Donc, pour terminer, je dirais que nous, sur le domaine, on a, je dirais, cadré maintenant la remise à niveau en termes de matière organique au niveau du sol, soit par le grignon humide, soit par le compost. Et là, ça, c'est une photo qui a été prise il y a 15 jours, 3 semaines, sur une parcelle qui a vu pas mal de compost entre le rang. Et c'est là ce qu'on peut regarder qui est intéressant, c'est que vous voyez le comportement de l'herbe. Vous voyez ici sous le rang la partie qui n'a pas vu le compost et vous avez au milieu du rang la partie qui a vu le compost. Vous voyez le niveau de comportement de l'herbe entre les deux zones. Cette parcelle-là, en fait, quand on a taillé, donc c'était début avril, elle avait été tondue et broyée comme c'est sur la partie qui est déjà faite. Et donc, vous voyez quasiment en un mois le niveau de la pousse de l'herbe. Et ça pousse un petit peu la réflexion un peu plus loin dans les pratiques agronomiques pour nous. Et là, on est allé un petit peu regarder ce qui se passait chez les gens de la biodynamie, et notamment
dans les techniques qu'ils ont pour pouvoir ramener un petit peu d'azote minéral au niveau du compost, c'est d'y inclure de la matière organique fraîche et type herbe, peu carbonée. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer d'un petit peu maîtriser la technique de l'enherbement avec différentes contraintes. Bon, bien évidemment, la contrainte hydrique, pardon, en termes de concurrence, il y a des moments où l'herbe est concurrente de l'olivier. Les techniques aussi de tonte appropriées par rapport justement à la gestion des insectes auxiliaires. Et là, donc, les gens du Parc national du PNR nous aident un petit peu dans l'orientation des tontes. Les moments aussi où on va tondre dans les objectifs d'orienter la végétation. C'est-à-dire que de ne pas rentrer dans le raisonnement de dire il ne faut surtout pas qu'on ait d'herbes, mais plutôt quelles sont les herbes qui nous intéressent. Et donc, essayer de se faire du stock de graines en privilégiant la période de tonte. Par exemple, si on veut avoir plutôt des légumineuses, les petits trèfles, etc., essayer de les laisser monter en graines avant de tondre. Et l'autre réflexion aussi actuellement, c'est par rapport à l'irrigation, parce qu'en fait, on se rend compte que actuellement, on a les lignes de goutte à goutte qui sont sous le rang, puisqu'elles sont plus. Bon, elles ne nous gênent pas pour passer le tracteur, mais en fait, quand on a fait des profils, on se rend compte que les racines les plus importantes et les plus actives, elles ne sont pas sur la zone d'irrigation. Donc l'idée, c'est de dire peut-être qu'il faut plus raisonner l'irrigation sur la totalité de la parcelle, donc avec des systèmes d'irrigation, notamment les irrigations par aspersion sous frondaison pour humecter un maximum de surface au niveau du sol, et aussi s'interroger sur la partie fertilisation, c'est-à-dire que au moment justement par rapport aux problèmes de concurrence azotée et surtout problèmes hydriques en début de cycle de végétation, ce qui avait été les essais que les Italiens avaient fait donc, concernant la fertilité et le niveau de production de fleurs capables de faire des olives. En fait, l'essai un peu empirique qu'on a fait, c'est de comparer sur une parcelle comme celle-ci. Donc l'année dernière, donc, on était en stress hydrique au mois de mars. Il y a une parcelle donc, on a irriguée uniquement par les gouttes à gouttes et une parcelle qu'on a irriguée par aspersion au milieu du champ. Et donc là, effectivement, la différence, elle est visuellement notoire. Je dirais, on est sorti d'un système où on amène de l'eau, mais plutôt on est dans un système où on amène de l'eau pour faire fonctionner le sol. Donc voilà l'étape suivante pour nous de ce qu'on est en train d'un petit peu d'essayer de faire sur le domaine. Après, pour recentrer, revenir sur le compost et la matière organique, pour moi, c'est la clé de la réussite de l'oliculture, pas que de l'oliculture, de l'agriculture, c'est-à-dire de remettre à niveau ces sols au niveau de la matière organique. Et je dirais qu'avec les moulins, on a la chance d'avoir un peu un gisement de matière organique. Voilà, j'en ai terminé. Merci François. Alors, il y avait une petite question de Eric Mathieu, même si je pense que je lui avais commencé à lui donner une bribe de réponse, qui posait la question de la bactériose, savoir si à 50 degrés, ça l'a tué. Je ne suis pas sûre que la bactériose soit dans les olives, mais... Au niveau de Xylella, on parle là? Pardon? De quelle bactériose on parle là? De la bactériose... Xylella? De quoi? Non, de la... Au niveau maladie cryptogamique en général? Non, ce qui fait les tumeurs, j'ai pas l'autre nom, pardon. Que quelqu'un... Ce qui fait les grosses tumeurs sur les branches. La bactériose. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas d'élément de réponse. J'ai jamais été confronté à ce problème-là. Christian, peut-être que tu peux... Non, je n'ai pas de réponse toute prête là pour le moment, mais je préfère rester sur la remarque de Jean-François sur le fait qu'il n'y a pas que les pathogènes, il y a aussi un ensemble qui peut être assez raboté, un ensemble de diversité biologique, comme disent les spécialistes de la biodynamie, ce qu'a relevé Jean-François tout à l'heure. Donc, bon, les pathogènes, c'est une chose, mais moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, cet exposé. Et puis ça conforte
le point de vue qui est que on a affaire à un ensemble vivant, hein, c'est-à-dire l'ancienne technique, on va dire, hein, pour faire court, l'agriculture classique, c'est voilà, on voit un pathogène, on lutte contre, on voit une herbe, on lutte contre, etc. Là, on gère un écosystème. Donc ça, c'est le progrès que je vois là dans cette tendance. Et puis, donc j'apprécie particulièrement cette efficacité de l'observation de l'herbe là qu'on a vu tout à l'heure. Donc et donc pour ce qui est de la réponse par rapport aux pathogènes, parce que la question c'est plus de munir les arbres par une qualité de sol d'un système de défense immunitaire plutôt que de viser systématiquement l'élimination de tel ou tel pathogène, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement ce qu'on élimine. C'est un peu le problème avec les désherbages et les traitements, c'est que quand on élimine un truc, on élimine effectivement souvent ce qu'on cherche à éliminer, mais on élimine aussi tout un tas de choses dont on ne se préoccupe pas au début. Et donc le fonctionnement d'un écosystème est à l'issue de cette conférence, ce qui semble l'élément clé du mécanisme. Bon, moi, je voulais intervenir pour remercier Jean-François, en tout cas personnellement, parce que j'étais là quand tu as commencé toutes ces études. Et grâce à toi, les moulins, qu'on soit petits, qu'on soit gros, on est passé du stade où on a des déchets, des effluents dont on se débarrassait, on ne savait pas que faire, à des choses qu'on valorise et qu'on utilise de façon aujourd'hui courante dans nos exploitations. Ce n'était pas du tout évident quand on a commencé. Ça pouvait coûter très cher parce qu'on est des pollueurs et qui dit pollueur dit payeur. Et grâce à ton travail et celui d'autres, je pense à toi Freddy aussi, aujourd'hui, on s'en sort assez bien. Et en plus, on le valorise. Et loin de moi l'idée, et j'entends beaucoup de projets pour la valorisation des déchets, mais loin de moi l'idée de laisser partir mes déchets. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder. Pas de son? Non. Tu as un problème de son? Non. Non. Ok. Tout va bien, là, on entend. Alors, Sophie nous dit qu'il faut répartir l'original dans l'interprétation. Alors, j'ai une question. D'accord. Avez-vous les analyses agronomiques des grignons et des feuilles d'olive et le ratio du mélange entre ces deux produits? Et est-ce que les feuilles sont broyées? Alors, les feuilles ne sont globalement pas broyées. Après, il y en a toujours quelques-unes qui passent au travers. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y avait eu, je crois, c'est avec Jacques Arthur, on en avait discuté, je crois, on avait eu, ou apparemment, une petite quantité de feuilles qui passaient dans le broyeur, c'était peut-être pas forcément une mauvaise chose en termes justement de phénol. Après, le ratio, je vous dis, on est dans ce que je viens de vous relater, on n'est pas du tout dans une démarche scientifique, on est quelque part à adapter notre travail. Et les feuilles, en fait, les feuilles, il y en a dans les grignons, des jours il y en a plus, des jours il y en a moins, mais en tout cas il y en a. Mais par contre, je dirais que quand on est dans cette logique de compostage, d'organisation, de système entre guillemets, on n'est pas à 5, 6 ou 10% près, ça se joue dans des équilibres plus globaux et ça ne sert à rien d'essayer de focaliser en disant il faut 15% de feuilles ou il en faut 13. Non, c'est une globalité avec un multiparamètre. Je dirais même les paramètres sont extrêmement nombreux et ce qui est important en fait c'est d'arriver à faire monter en même temps tous les paramètres. Bon, on va conclure. Je voudrais quand même notifier tout le monde qu'il existe à France Olive un guide des bonnes pratiques que tu as écrit, que tu as supervisé, Jean-François, qui permet aussi de nous positionner selon nos quantités et nos possibilités avec les quantités par champ, par zone d'épandage, pour respecter la réglementation. Et ça nous aide beaucoup puisqu'on déroge à la règle européenne qui voudrait qu'on ait des aires bétonnées, des récupérations des macérats. Et on arrive à déroger tout en étant OK, parce qu'on s'assimile
au compostage au champ, hein, des fumiers, et on rentre dans ces mêmes réglementations. Donc, retrouver ce guide des bonnes pratiques, voilà, vous sera bien utile. Petit complément d'information, c'est-à-dire en fait, il y a deux logiques qui ne vont pas forcément tout le temps dans le même sens. Il y a la réponse aux contraintes réglementaires et il y a la réponse aux contraintes agronomiques. Quand vous mettez un peu le nez dans les bouquins des gens de la biodynamie sur le compostage, eh bien, eux, ils préfèrent composter sur la terre par rapport aux relations entre les organismes du sol et le compost plutôt que de composter sur de l'herbe bétonnée. Ouais. Alors que par rapport à la pollution, c'est plutôt dans l'autre sens. Et je disais, pour ceux qui n'ont pas attendu, aujourd'hui, grâce à toi, on valorise nos déchets au lieu de les subir. On ne les subit plus. C'est un plus pour nos exploitations. Et quand on cherche des débouchés à ces déchets de moulins, c'est tout trouvé. Hein, c'est nos exploitations agricoles. Si il restait une question, on la prend, je ne vois pas. Qui s'occupe du compostage à France Olive. Camille, tu veux répondre? C'est une bonne question. Ça reste, on passe par Christian et en attendant le renforcement de France Olive sur le sujet, Christian, le directeur, peut nous orienter. C'est un sujet où on fait de la recommandation, c'est plus un sujet où on fait de la recherche. Hein. Donc c'est quand même un sujet qui est cadré. Hein. Jean-François, ça ferait plaisir de répondre. Il ne prend pas cher.